Bien, bonjour à tous et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et aujourd'hui, dans un instant, on va recevoir Bruno Benjamin, président de l'association Ouagan.com. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir Joël Jacobson, qui est le secrétaire général de l'UNSA Guadeloupe. On continue à faire le point sur la rentrée scolaire. On aura aussi Michel Gédéon, qui est le président de la FAPEG, Fédération des parents d'élèves de la Guadeloupe. Et un peu plus tard, Pascal Mine, le chef de projet des cités éducatives de la région du Sud-Bastère. Et on va terminer avec une artiste Métis S, qui est dans le film Wish, la série Wish. On a reçu hier Julien Dalle, et aujourd'hui on continue à faire le point sur ce film. Sinon, on commence toujours avec notre hors-sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un événement historique, ce qu'on appelle nous, les pass news, les informations passées. C'était ce qu'on appelait les 16 de Basse-Pointe. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé le 6 septembre 1948. Guy de Fabrique, qui était directeur de l'habitation Léride, s'est retrouvé mort, frappé de 36 coups de couteau. Il va rater. Et donc, après, il y a eu un procès à Bordeaux des 16 agriculteurs, ouvriers agricoles qui étaient dans cette région-là. Ils ont été d'ailleurs acquittés. Et ces 16 de Basse-Pointe, ça a fait la une de la presse de l'époque dans les années 48-49. Et je vous rappelle que, si vous ne le savez pas, il y a un film aussi qui a été fait par une Martiniquaise qui s'appelle Les 16 de Basse-Pointe. C'est une affaire un peu... C'est pas le mai 67 de la Guadeloupe, non, c'est plutôt à l'envers. Cette fois-ci, c'est un béquet qui avait été trouvé mort dans sa plantation. Et effectivement, à l'époque, les rapports entre ouvriers et patron agricole était particulier, et c'est ce qui explique cette affaire. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu cette affaire. D'ailleurs, il y a une affaire à peu près similaire en Guadeloupe, c'est l'affaire Max Martin. Il y a quelques années, c'était à Capesterre. Max Martin a été retrouvé atteint par 3 balles dans sa plantation à Capesterre, et c'était justement le jour même de l'arrivée du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defer. On n'a pas trouvé jusqu'ici qui avait commis cet assassinat. On avait arrêté à l'époque un certain nombre de Guadeloupéens qui ont été libérés, et en fin de compte, le meurtre de Max Martin, comme celui de Guy de Fabrique, demeure quelque chose de mystérieux. Voilà, on va parler du temps, puisque vous le savez, hier, vous avez été un peu tous surpris dans la région pointoise, particulièrement à Jarry, dans le cœur de Pointe-à-Pitre. On a vu des trombes d'eau s'écouler sur le Pointe-à-Pitre. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui va passer comme ça? Eh bien, justement, pour essayer de comprendre un peu plus, on a invité Bruno Benjamin, qui est président de l'association Ouagan.com. Alors, Bruno, merci d'être avec nous. Ce qui s'est passé hier, ça vous a surpris? Surpris par l'intensité, oui. Par le fait que ça se produise, non. Parce qu'on était déjà en vigilance jaune depuis vendredi. On était dans un temps qui était déjà instable. Donc, à tout moment, il pouvait y avoir des zones orageuses qui se formeraient. Maintenant, on a eu une conjonction qu'on avait déjà observée cette année, oui, à la fin du mois d'avril, le précédent gros passage pluvieux qu'on avait eu. C'est une zone perturbée qui se développe parce qu'il n'y a pas de vent. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Généralement, nous avons des alizés qui poussent toute masse pluvieuse loin de la Guadeloupe, ou qui passe et qui ne reste pas. Et là, cette masse pluvieuse a commencé à se développer sans vent. Donc, elle a grossi dans le cul-de-sac, a commencé à toucher légèrement le nord de la Grande Terre, et petit à petit s'est développée sur une région allant de Sainte-Rose jusqu'aux abîmes, et a grossi en se développant vers le sud. Donc une trajectoire plutôt inhabituelle. Et en cours de soirée, une autre masse a grossi cette fois-ci des Saintes et remonté vers la Basse-Terre. On s'est retrouvé pris en tenaille entre deux grosses masses nuageuses qui étaient très chargées en humidité et surtout avec énormément d'activité électrique, beaucoup d'orages. D'orages et d'éclairs aussi. Tout à fait. Oui. Donc, d'après ce que j'ai lu de la part des relevés de Météo France, il y a eu 1400 impacts d'orages. 1400 oui, ce qui est énorme. Et c'est quelque chose qui se produit et qui, à moins d'être fixé sur un radar toute la journée, ne peut pas se prévoir. Ah bon? Ça s'est produit à ce moment-là parce qu'on a eu une conjonction de fait. On savait qu'elle allait avoir de l'humidité, que le temps était à l'orage parce qu'il était lourd, il faisait chaud, il n'y avait pas de vent et l'air était humide. Donc à un moment ou un autre, ça aurait crevé. Mais sans vent, la masse est restée à un endroit et a grossi et a commencé à se déchaîner en pluie sur le même endroit.
D'accord. Résultat, nos égouts qui ont la capacité normale d'accepter de l'eau, à un moment, n'ont pas plu. Et puis, ça a débordé. C'est ce qu'on appelle une crue subite. Une crue subite. Alors, on a quand même remarqué que Pointe-à-Pitre a été particulièrement impacté. Oui, tout à fait. Oui. Parce que, tout simplement, c'est une zone qui se trouve à peu près à 30-40 km d'une barrière montagneuse, donc les montagnes qui sont sur les hauteurs de Sainte-Rose. Oui. Donc, les nuages se sont amoncelés sous cette zone et petit à petit, ont grossi et se sont étendus sur la région pointoise. Et chose très bizarre, il pleuvait beaucoup à Pointe-à-Pitre, Oui. et au Gosier, c'était sec. Mais oui, justement, c'est ce que j'ai pu constater. À 2 km de Pointe-à-Pitre, il ne pleuvait pas. Donc, c'était presque un microclimat, pratiquement. Quasiment, à part qu'on était un petit peu plus large comme microclimat, oui. on était vraiment sur 4 communes qui étaient touchées, donc une partie des Abîmes, Oui. Pointe-à-Pitre, Bemao, Petit-Bourg et un petit peu le Lamentin. Oui. Et petit à petit, ça s'est étendu en début de soirée, ça s'est étendu sur la côte sous le vent et après le sud Bastia. Oui. C'est plus qu'un microclimat, puisqu'à un moment, on a fini sur la moitié de la Guadeloupe. La moitié de la Guadeloupe a été impactée. Donc, Mais c'était moins violent sur le sud Bastia, quand même. C'était moins violent en matière de pluie, mais aussi violent en matière d'orage. D'accord. Donc, ils ont eu quand même pas mal d'impact. C'est vrai que la région pointoise, Pointe-à-Pitre, Bemao et Petit-Bourg ont vraiment pris beaucoup. Et Jarry aussi. Jarry, alors quand Jarry était vraiment de Venise. Hein, Jarry, La Jaille, Fonsaret, toute cette zone-là a beaucoup été impactée avec. On a vu tous les embouteillages. Le centre-ville de Pointe-à-Pitre, qui naturellement, il faut se souvenir que Pointe-à-Pitre, c'est des marécages qui ont été comblés. Pointe-à-Pitre est sous l'eau, en fait. Hein. Voilà, c'est une zone qui a été comblée il y a 300-400 ans pour concevoir la ville. Oui. Et qui, à un moment, la nature, reprenant ses droits, se retrouve sous les eaux. Mais ça veut dire qu'un jour, Pointe-à-Pitre risque de disparaître? Oui. On a eu les premiers signes avant-coureurs cette année. Oui. On a entendu le maire de Pointe-à-Pitre raconter que l'eau était remontée dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre qui étaient à fleur d'eau, à l'entour de Carénage, la rue Raspail. La rue Raspail n'a pas toujours été une rue. C'était un canal. Donc, ça veut dire qu'il y a très longtemps, il y a encore près de 100 ans de cela, il n'y avait pas de rue. La voûte qu'on voit en bas de la rue Raspail permettait à l'eau l'évacuation de l'eau. Voilà. Oui. Et il y a une source à côté, d'où l'appellation de Bas de la Sousse, pour tout le quartier de Carénage. D'accord. Ce nom n'est pas innocent, c'est parce que c'était un espace qui était déjà inondable, qui était déjà sous l'eau ou marécageux, qui a été comblé par les Anglais quand ils ont construit Pointe-à-Pitre, que nous, on est venu, on a récupéré, on a fini par mettre du bâti plus important, et à un moment, la nature dit, mais je reprends ma place. Mais ce que vous dites, ça laisse à réfléchir, parce que quand on sait qu'on peut être victime d'un tsunami d'un côté, d'un tremblement de terre de l'autre, et du soulèvement des eaux, parce qu'en fait, pour Pointe-à-Pitre, c'est le soulèvement du sol par les eaux qui sont sous la ville. En quelque sorte. Là, ce qu'on a observé, c'est que l'eau de mer remontait par les égouts jusqu'à la ville. Voilà. Mais à terme, puisque c'est un phénomène qui est planétaire, le niveau de la mer remonte petit à petit. Tout simplement parce qu'on vit une partie de réchauffement climatique, enfin c'est un dérèglement, avec entre autres un réchauffement climatique qui fait fondre la banquise, autrement dit la glace fond, le niveau de la mer augmente. Et petit à petit, centimètre par centimètre, le niveau de la mer remonte. On voit ça près de la place de la Victoire, de toute manière. Tout à fait. Quand on regarde au niveau de la danse, le niveau de la mer à marée haute, petit à petit, ça monte. Et actuellement, nous connaissons la place de la Victoire. Il est possible que nos petits-enfants, voire nos petits-enfants, connaissent la marina de la Victoire. La marina de la Victoire, carrément. Parce qu'à un moment, l'eau va monter. Et on aura beau surélever, on aura beau chercher à traiter le problème, tant qu'on n'aura pas compris que la nature reprend ses droits parce que le niveau de la mer remonte, à un moment, on va se retrouver surpris. Et donc, ça veut dire que tout le bord de mer jusqu'au Mac, alors va à un moment se retrouver soit avec les pieds dans l'eau, soit carrément dans l'eau. Et il n'y a pas que cela. Il y a le bourg de Petit-Bourg qui est à fleur d'eau, il y a le bourg de Sainte-Anne, toutes les communes qui sont actuellement à fleur d'eau. Si on prend 10 cm d'élévation du niveau de la mer au niveau normal, ça veut dire qu'à un moment, à marée haute, ou en cas de phénomène climatique, ça va monter encore plus haut. Mais alors, ce qui se passe, c'est autre chose qu'un cyclone, de toute manière qu'une tempête. C'est autre chose. C'est une élévation actuelle du niveau de la mer. Le niveau de la mer monte partout. On a des réfugiés climatiques un petit peu partout, surtout dans le Pacifique, puisqu'on a des îles qui sont vraiment très très plates.
ils commencent à changer de lieu de résidence parce que la terre n'est plus habitable. Elle est minée, elle est rongée par l'eau de mer qui monte et qui finit par recouvrir certaines îles. D'ailleurs, on a une petite île là au large de Sainte-Rose qui est en train de disparaître. En train de disparaître. Et ça va continuer. Ça va continuer. Ça va continuer petit à petit. On est sur un mouvement qui est inéluctable. Oui. On est sur un moment où, par rapport au cycle normal de vie de notre planète, mais on vit une période de réchauffement. Qui dit réchauffement dit fonte des glaces. À un moment, la glace va lâcher tellement d'eau que le niveau de la mer va remonter. Oui. Et ce sera général, c'est pas particulier à nos îles, c'est général. C'est le monde entier. Oui. Il suffit par exemple qu'on ait une montée de 10 ou 15 mètres du niveau de la mer pour qu'on se retrouve avec des îles comme la Bretagne. Que la Bretagne, en partie, est devenue une île. Oui. Que certaines îles que nous connaissons disparaissent ou alors perdent de leur superficie. Oui, l'île d'Oléron et compagnie. Mais alors, tout ça, c'est lié au réchauffement climatique, à l'absence de précaution de l'homme vis-à-vis de la nature. Ou pas seulement, je parle de dérèglement climatique, oui. Parce que le réchauffement, de toute façon, avait déjà commencé bien avant la révolution industrielle. D'accord. C'est quelque chose qui avait déjà commencé et la Terre a toujours connu des phases de réchauffement climatique et de glaciation. Oui. Ça a toujours fait partie de l'environnement. Maintenant, ce qu'on on a fait, nous les hommes, avec la révolution industrielle, c'est qu'on a accéléré le mouvement. Oui. Ce qui aurait dû prendre 2 ou 3 000 ans, on l'a fait en 300 ans. Et là, avec notre technologie, notre mode de vie actuel, oui. On est en train encore d'accélérer le mouvement. Oui. Et on ne se rend pas compte qu'avec nos petites actions de tous les jours, sortir d'une pièce, laisser la lumière allumée, oui. Laisser la clim qui fonctionne, laisser la clim avec une pièce qui est ouverte, oui. Tout ça, ce sont des petits détails, mais qui font qu'on consomme de l'énergie, oui. Que petit à petit, nos usines sont obligées de travailler beaucoup plus, de tourner beaucoup plus. On consomme également des énergies fossiles à un moment. On va se retrouver à ne plus avoir d'énergie fossile, d'une part, et à l'autre moment, on va voir qu'on aura réchauffé la planète à un point qu'on ne pourra plus y vivre ou qu'on y vivra difficilement. Alors, il y a un autre problème, je voulais vous soumettre, c'est la question des véhicules électriques. Alors, la situation, aujourd'hui, on dit, bon, quittons le fossile, c'est-à-dire l'essence, le pétrole, prenons l'électricité. Mais l'électricité, finalement, elle n'est pas naturelle non plus. Alors, c'est-à-dire que pour l'instant, la technologie ne permet pas qu'on ait une électricité qui se renforce, qui se développe par elle-même. Oui. C'est peut-être ça les recherches à mener. Oui. Comment faire qu'un véhicule produise sa propre énergie, oui. Ou alors ait une source d'énergie qui soit inépuisable, qu'on arrive à domestiquer, par exemple, l'énergie nucléaire ou une forme d'énergie de longue durée, oui. Qui n'a pas besoin de se brancher sur une prise. Oui. C'est peut-être ça la recherche à mener, de manière à ce qu'effectivement, on n'ait pas à consommer. Les voitures électriques, finalement, consomment quelque part, contribuent aussi au réchauffement. Alors, d'après les études que j'ai lues... que le diesel. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être que pour l'instant, on préfère brûler la bougie par un seul bout, oui. Avec l'électrique, plutôt que de brûler par deux bouts, où on a la fabrication du carburant qui oui. Consomme de l'énergie, oui. Plus le véhicule en lui-même qui produit de l'énergie et oui. Donc participe au réchauffement. Oui. Alors, autre chose, nous sommes en ce moment, puisque c'était l'anniversaire d'Irma, on se souvient Saint-Martin, mais Maria ici, nous sommes en période cyclonique. Je ne demande pas de faire Monsieur Météo, de faire dans la boule de cristal, mais dans les jours et semaines qui viennent, ça se calme ou mais ça risque... Ça serait surprenant que ça se calme, parce que nous sommes au pic de la saison. Le pic de la saison, c'est la période statistique où il y a le plus de phénomènes. Oui. Donc, pour être large, pour avoir une vision globale, c'est entre le 15 août et le 15 octobre. D'accord. C'est le moment où, historiquement, il y a eu le plus de phénomènes dans l'ensemble du bassin atlantique. Donc, actuellement, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu la chance d'arriver jusqu'au phénomène E, jusqu'à présent. Mais souvenons-nous que il y a encore quelques années, la saison commençait à cette période. Oui. Cette année, on a malheureusement pris l'habitude, avec les 5 dernières années, qu'à cette période de l'année, on soit déjà au 8e, 9e, voire 11e phénomène, oui. Au début du mois de septembre. On est à quel numéro? Earl, qui est la tempête qui est passée ce oui. Week-end de près de Saint-Martin et Saint-Barth. C'est le 4e phénomène? C'est le 5e. 5e déjà? Le 5e phénomène, parce que c'est par ordre alphabétique. Donc il y a encore 6 derrière? Non. Alors, il est prévu pour cette année 18 phénomènes. Mais ça, c'est des prévisions pour l'ensemble du bassin. D'accord. C'est vrai que les prévisions ont dû être revues à la baisse, tout simplement parce qu'on a eu 2 mois d'inactivité
D'ailleurs, phase d'activité qui est très, très surprenante. Donc, 2 mois où il n'y a rien eu, où on pensait en avoir, 3 ou 4. Il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, la saison est en train de reprendre son rythme. On a eu 2 tempêtes qui sont nées à quelques jours d'intervalle. On en a une qui est en préparation autour du Cap-Vert, d'autres qui vont peut-être sortir d'Afrique. Maintenant, dire où, quand et qui va être touché, ça reste encore impossible. La météo ne le permet pas encore. La science ne le permet pas. Parce que quand on regarde un peu les cartes météo et les masses nuageuses, on voit quand même que la Guadeloupe, j'ai envie de dire, est au cœur du cyclone, parce qu'on est au milieu des petites Antilles. Oui, la Guadeloupe fait partie quand même d'un archipel qu'on appelle les îles du vent. D'accord. Cette appellation n'est pas gratuite, n'est pas innocente. C'est que les premiers marins à être arrivés ici et à avoir donné ce nom savaient de quoi ils parlaient. Oui. Donc on a des îles qui sont plutôt venteuses, de la Dominique jusqu'aux îles Vierges. On a des îles plutôt humides, donc de la Martinique jusqu'à Trinidad. Oui. Et nous sommes sur une trajectoire favorisée, c'est vrai, pour les phénomènes venteux. Oui. Même si on a une petite protection naturelle qui est au large des îles, qui empêche les petits phénomènes de nous atteindre. Soit ils sont tout petits, comme les zones tropicales, et ils passent, soit ce sont les très gros. Mais le phénomène moyen, on peut compter vraiment sous les doigts de la main les phénomènes inférieurs à la catégorie 3 qui ont touché la Guadeloupe. Oui. Hugo, c'était catégorie 5 ? Alors, il a été catégorie 5, il s'est justement affaibli au large et nous a touché en catégorie 4. Il nous a touché en catégorie 4. Tout à fait. Et Irma était à quoi alors? Irma est en catégorie 5. Alors, Irma est particulier. Irma est arrivé par le nord, donc a contourné cette fameuse barrière naturelle que nous avons au large, qu'on appelle du cisaillement. A contourné, est arrivé par le nord et est remonté juste en face de Barbuda. Oui. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas été affectée. Enfin, l'ouragan n'a pas été affecté par cette zone. Oui. Par contre, Hugo arrivait tout droit, est rentré en plein dans cette zone de cisaillement, s'est affaibli et c'est en reprenant des forces qui nous a touchés. Oui. Et si on regarde les cyclones comme David est arrivé par en bas. Oui. Si on regarde Maria c'est encore un autre cas particulier. Oui. Maria est arrivée 2 jours avant, c'était une onde tropicale. Oui, je me souviens, c'était une onde tropicale. Une petite tropicale, on nous a mis une vigilance jaune en nous disant il n'y aura rien, et c'était une onde tropicale 2 jours avant, et finalement, c'est devenu le plus violent ouragan à avoir touché cette zone de Petite Antilles. C'était catégorie 4 aussi. Catégorie 5. Catégorie 5. Jusqu'à présent. Ça veut dire quoi, Hugo, qui était catégorie 4, qui a fait tant de ravages en Guadeloupe, est rétrogradé en catégorie 4. En catégorie 4. La Guadeloupe. Parce qu'il y a des vents de 210 km. Alors, c'était du 230 km. 230 km. 230 en vent soutenu, mais des rafales qui ont été estimées à 290 parce qu'il n'y a pas eu d'instrument de mesure capable de mesurer ça. Et il n'y en a toujours pas. Et où m'a été les vents soufflés à combien? 290 soutenus. Soutenus. Et rafale estimée à 360. Ah oui. Estimée. Encore une fois, il n'y a aucun appareil de mesure capable de mesurer cette vitesse de vent. Séparation. Alors, pour les gens qui sont dans la région des abîmes, qui sont souvent impactés, leur problème, c'est pas le problème des vents, c'est le problème de l'eau. Et qui vient des grands fonds, en fait, c'est ça. Voilà, il arrive très souvent qu'il ne pleuve pas aux abîmes, mais que les abîmes soient inondés. Oui. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ravines qui arrivent des grands fonds, qui vont avoir un petit filet d'eau durant toute l'année, et à un moment, à force qu'il y a une accumulation dans les élévations des grands fonds, mais ça ravine et ça remplit nos ravines. Même si le curage est fait. Même si le curage est fait. C'est parce qu'à un moment, il y a une telle quantité d'eau que la ravine déborde. C'est une crue, une crue subite. Mais en fait, les abîmes se trouvent, j'ai envie de dire, dans une vallée par rapport au grand fond. Exact. Oui. Et le nom abîme, justement, c'était des fonds. Les noms que nous avons pour toutes nos villes. Pour nous avoir tous ces noms-là pour nous comprendre la nuit. Hein. Et regardons également, c'est certes, regardons comment nos ancêtres, les Kalina, construisaient. Ils ne construisaient ni près des rivières, ni près des côtes. Oui, tout à fait. Mais comme nous aimons les maisons vues sur mer, les pieds dans l'eau, vues sur rivière, mais résultat, on se plaint dès lors qu'on a de l'eau avec les orteils mouillés. Ouais. Donc, pour l'avenir, il n'est pas très gai, vu de cette il faut y réfléchir. Il faut prendre conscience que nous devons vivre avec nos risques. On parle de relocalisation déjà. Hein, Tout à fait. À Cap Excellence, on parle déjà de relocalisation. Oui, parce qu'une ville comme Pointe-à-Pitre, d'ici 50
ou 100 ans, va devoir réimaginer sa situation, parce que le niveau de l'eau va monter. Même si on met une digue, le niveau de l'eau va monter. Non, mais j'ai vu une carte de Pointe-à-Pitre du 7e siècle. L'eau arrivait beaucoup plus loin que la place de la Victoire. Hein. La mer arrivait plus loin que la place de la Victoire à l'époque. Oui. Tout à fait. Donc, non, mais là, qu'on prend place aille. Petit à petit. Oui. Après, c'est à nous de nous préparer, à nous d'être conscients de ce qui se passe, de savoir anticiper également, et puis de prendre les Vous avez bonnes le décisions. sentiment, Bruno Benjamin, quand même, que nos politiques ont pris conscience du danger? Peu. Des dangers, pas du danger, des dangers. Peu, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de voix audible qui leur dise ce qui peut se passer. Oui. Jusqu'à présent, ils entendent des chuchotements, des petits bruits de couloir, mais tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience, voire, ce que je ne souhaite pas, un événement fâcheux, un événement douloureux, qui fasse prendre conscience que la Guadeloupe a un vrai problème. Moi, je vais dire que ma grande crainte, c'est qu'on ait un ouragan comme celui de 28, donc qui rentre dans la belle Pointe-à-Pitre. Si on pouvait qualifier 28, serait quoi? Il serait de catégorie 5? 4. 4 quand même? 4. Oui, c'est vrai que les immeubles étaient en construction différente qu'aujourd'hui quand même. Non seulement ça, c'est que Hugo, lui, il est parti, il est arrivé sur le nord de la Basse-Terre, nord de la Grande-Terre, ce qui veut dire que la marée de tempête est arrivée sur la région du Moule. C'est pour ça que la station-service qui se trouve sur le boulevard du Moule était sous l'eau. Oui, tout à fait. 28 lui est arrivé par la côte sud. Donc, il a poussé sa marée de tempête de Saint-François jusqu'à Petit-Bourg. Résultat, la région que nous a servi de goulot d'étranglement, l'île de Cochon était sous l'eau. Une digue est passée au-dessus de l'île de Cochon. D'accord. Et c'est ça. Et si on est en catégorie 4, voire pire en catégorie 5, qui rentre dans la baie de Pointe-à-Pitre, toute cette zone-là sera couverte parce que nous avons construit, nous avons gratté, certes, sur la terre, donc on a rendu la pente beaucoup plus raide, ce qui fait que quand l'eau va monter, elle va monter d'un seul coup. Souvenons-nous qu'à Pointe-à-Pitre, en 28, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un bateau qui rentrait à Pointe-à-Pitre, non pas porté par le vent, mais par la mer. Par la mer qui est rentrée, enfin qui a atterri, entre guillemets, à Pointe-à-Pitre. Non, qui a vogué entre les maisons de Pointe-à-Pitre et qui s'est posé contre le tribunal de Pointe-à-Pitre. Jusque-là? Il s'est posé là. Quand la mer s'est retirée, on l'a retrouvé posé contre le tribunal. Le tribunal qui existait déjà, parce que le tribunal a été fait après 1928 quand même. Non, il a été fait avant. Avant? À tel point que juste en face, il y avait le tribunal. Il y avait... enfin, l'ancien tribunal. Parce que le tribunal actuel, c'est à l'ITU, après 1928, d'accord. Donc, le tribunal qui est à Pointe-à-Pitre, qui est en face, à côté de la gendarmerie, ces bâtiments-là étaient sous l'eau au premier étage. D'accord. Ouais, bon, vous devez jamais. Merci d'être venu nous dire tout ça. Il n'y a rien à faire? Se préparer. Alors, on est en saison, tout le monde doit avoir son kit, tout le monde doit avoir réfléchi à ce qui doit se faire en cas de menace cyclonique, comment réagir vite, comment prendre les bonnes décisions au bon moment, ça se prépare. Et c'est pas quand on déclenche une vigilance qu'il faut se préparer. Enfin, 2 petits mots. Pour la semaine qui vient, qu'est-ce qui nous attend? Mais normalement, le mauvais temps que nous avons eu depuis dimanche de façon épisodique risque de continuer jusqu'à au moins mercredi. Ensuite, on retrouve un petit peu du sable. Et pour se prononcer jusqu'à 5-10 jours, il faut suivre, il faut être attentif, regarder la météo au moins une fois par jour pour se tenir au courant. Et suivre ouragan.com sur les réseaux. Accessoirement. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Je vais juste profiter pour annoncer que ce week-end, si les Sargasses veulent bien, je serai à Désirade pour faire une présentation à la population désiradienne de la préparation cyclonique à faire. Et j'espère que d'autres communes n'hésiteront pas à faire appel à l'association. Samedi soir à Désirade. Merci Bruno. Merci. Voilà, il est 12h57. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. Je vais parler de Joël Jacobson, qui est secrétaire général de l'UNSA. Tout de suite. Voilà, il est 13h02. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Joël Jacobson, qui est secrétaire général de l'UNSA. Bonjour. Bonjour, secrétaire adjoint, secrétaire général adjoint. Secrétaire adjoint de l'UNSA Éducation et secrétaire général du SEUNSA. De SEUNSA. Et Michel Gideon, qui est président de la FAPEC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je reviens vers vous dans un instant, mais avant, depuis quelques jours, il y a un petit souci là avec le SMEG.
SMEGAG, c'est le syndicat des eaux qui a été créé il y a quelque temps, qui est sous l'eau d'ailleurs en ce moment. Ils ont de grosses difficultés. Et hier, Jacques Davila a remis en question la gouvernance de M. Francis dans une lettre ouverte. On écoute un peu. Effectivement, c'est très simple. Quand on entend son discours et que l'on voit les résultats, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le langage précis qui exige une fonction de cette importance à ce niveau. Par exemple, quand il parle de financement du fonctionnement, ce n'est pas vrai. Ce dont il a besoin, c'est de fonds de roulement pour une jeune entreprise qui démarre. Ça, c'est une chose. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a énormément de dysfonctionnements sur un an, des problèmes qui auraient dû être résolus. Nous aurions dû avoir, comme je le dis, un véritable pacte social avec le personnel pour résoudre bien des problèmes. Il aurait dû avoir de la cohérence et de la coordination. Il aurait déjà dû avoir un directeur général qui soit le commandant en second de cette opération, de ce syndicat mixte, ce qui n'est pas le cas. Nous allons bientôt avoir un quatrième parce qu'il est impensable que le directeur général, expulsé, réintégré par décision de justice avec une interprétation abusive du président, que ces deux personnes-là s'entendent. On ne peut pas arriver à des tels degrés de dysfonctionnement, et on s'aperçoit que quand nous avons des anomalies juridiques entre le contrat de prêt, les deux contrats de prêt de 25 millions et les clauses de garantie des collectivités majeures que sont le Conseil régional et douanier, où il y a 5 omissions, il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui veut dire, nous avons de grandes chances que très prochainement, si la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement et la Banque des territoires le décident, eh bien, ils se retrouvent sans les 25 millions du prêt. Donc, ça veut dire que le SMGAG est en état de liquidation. Ensuite, dans toutes ces interventions, on s'aperçoit que tout est beau, tout est bien contre Guadeloupéens faut s'entendre. Nous n'avons pas cessé d'être Guadeloupéens. La commission de surveillance et tous les usagers qui sont partie prenante et prégnante au système. La plupart des AG ne demandent qu'à payer de factures. Il ne faut pas les accuser de n'importe quoi parce que la plupart des factures ne sont pas émises et toutes les factures émises sont insincères pour des questions d'octroi de mer et de TVA. La première, c'est qu'immédiatement, l'on met une équipe de gens vraiment compétentes, voire expertes, avec ce qu'on appelle un véritable monitoring, c'est-à-dire de l'assistance pour aider, parce que ce n'est pas cohérent ce qui est en train de se passer. Il faut de la poigne, de la compétence pour diriger, parce qu'on ne s'improvise pas dirigeant, manager d'une entreprise qui va faire 150 millions de chiffre d'affaires, théoriquement, et qui doit investir sur les années à venir 2 milliards d'euros. L'investissement, c'est une chose, le fonctionnement, c'est autre chose. Il faut que les Guadeloupéens reprennent confiance dans leur service de l'eau et de l'assainissement. Plus, il faudra arriver rationnellement à un service universel, c'est-à-dire que nous gérons aussi l'eau brute et l'eau agricole, parce qu'on fabrique de l'eau potable à partir de l'eau agricole qui elle-même est partie à partir d'eau brute. Si on n'est pas cohérent avec nous-mêmes, comment voulez-vous que ça fonctionne? Ensuite, il faut qu'on apprenne à traiter avec équité et respect les uns et les autres, car aujourd'hui, nous constatons que les mêmes errements des anciens ordonnateurs sont repris et qu'il n'y a aucune sanction. Aucun système politique, administratif, économique ne fonctionne s'il n'a pas des sanctions et des récompenses. Il faut récompenser à due proportion, il faut sanctionner à due proportion. On va partir vers Bouillante où une mobilisation a débuté hier. Que se passe-t-il là-bas? Nicolas s'est rendu sur place, on regarde son reportage. On fait parce qu'il y a 2 classes surchargées, chaque classe de 5e a 31 élèves, donc on peut pas travailler dans ces conditions. Pour une meilleure réussite scolaire, on ne peut pas avoir des classes qui ont des 31 élèves, 2 classes de 5e. Nous, on veut une 3e classe pour que les enfants puissent travailler mieux à l'école. Dès la rentrée, on a remarqué que les classes ont 31 élèves, et c'est pas possible. Et surtout, on est en REP. En REP, il faut au maximum 28 élèves. Mais tout est par classe, donc c'est pas possible. Il y a encore des élèves qui attendent leur inscription en 5e. Et on ne peut pas les prendre parce qu'il y a déjà 31 élèves par classe. Donc on a une liste d'attente de 5 élèves déjà. Donc nous, on veut 3 classes de 5e, 3 fois 22, 3 fois 21, mais peu importe, mais on veut 3 classes pour une meilleure condition de travail pour les élèves. Il faut qu'on ait une 3e classe de 5e. C'est vraiment pas normal que les effectifs soient aussi importants
dans ces deux classes. Nous, on demande l'ouverture d'une 3e, 5e, d'autant plus, comme l'a dit M. Quérault, nous avons 5 élèves qui sont en attente d'une affectation au collège à Bouillante en 5e, en classe de 5e. On parle de réussite scolaire, mais là, on met nos enfants en échec en fait. Puisque là, le fait qu'ils soient aussi nombreux, on a des profils différents dans ces classes-là. Donc, du coup, les enfants ne seront pas à l'aise pour pouvoir travailler correctement, même les professeurs. Je vous invite à une réunion en fin de matinée avec l'un des représentants du rectorat et on verra qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne. Mais on verra. Mais si on n'obtient rien, on sera obligé de continuer notre mouvement. Parce qu'on veut une 3e classe de 5e. C'est la seule solution qui peut débloquer, la seule réponse qui peut débloquer la situation. Bon, on va nous vers vous tout à l'heure, M. Gédéon, mais je pose déjà la question à M. Jacobson. Vous avez eu une assemblée générale samedi, vous avez fait un tour d'horizon. Comment se présentait la rentrée au départ? Clairement, les collègues, on les remercie de s'être déplacés. On était à peu près une centaine et tout confondu, donc les enseignants, les AESH, les personnels d'assistance sociale, les infirmiers, les chefs d'établissement et tous les administratifs aussi, qui sont un peu maltraités ces jours-ci. Et le retour des collègues en direct, c'est que ils ne se sentent pas vraiment disponibles pour cette rentrée-là. C'est-à-dire que l'administration, le rectorat, ne leur donne pas les moyens de faire réussir les élèves de Guadeloupe. Et l'ensemble, et c'est bizarre que l'ensemble de chaque collègue qu'on interpelle, voilà, nous disent, voilà, quasiment la même chose, la même réponse, c'est-à-dire que les moyens ne leur sont pas donnés. Les enseignants, les personnels administratifs, les personnels de santé, les personnels assistants sociaux, les personnels de direction. On était dans un collège, un beau collège, on va dire Bambuc. Mais enfin, on était dans un espace, mais la Wi-Fi ne fonctionnait pas. Enfin, on est le 3 septembre. Ouais. Le 3 septembre, il n'y a pas de Wi-Fi dans l'espace où on est. Bon, d'accord. On va dire peut-être que c'est la faute de la chef d'établissement, mais non. C'est parce que depuis juin, elle a signalé un dysfonctionnement et on est maintenant en septembre. Rien n'a été fait jusqu'à présent pour juste réparer les problèmes de Wi-Fi. Enfin, je vous donne simplement un petit point de leur entrée. Mais c'est quand même des choses sur lesquelles, à chaque fois, on nous dit tout est parfait. Tout est parfait. Le conseil départemental nous dit les collèges de Guadeloupe sont Wi-Fi. Il y a du réseau partout. Tout est parfait. Tout est parfait. On y va. Il n'y a pas de souci. Mais regardez, simplement, on a dû faire avec une clé. Enfin, c'est un détail, hein, une clé 4G pour justement faire participer aussi les collègues des îles du Nord, de Marie-Galante, de Désirade, etc. Enfin, voilà. L'ambiance n'était pas terrible à ce niveau-là. Et donc, du point de vue, on a vu ce qui se passe à Bouillante, des classes qui sont trop importantes. Il manque une classe de 5e à Bouillante. J'imagine que ce n'est pas le seul coin, on aura encore d'autres autour. Vous avez rencontré la rectrice avant la rentrée? On rencontre la rectrice vendredi justement à ce niveau-là et oui. On lui a demandé une audience par rapport à cette situation-là et par rapport à d'autres situations. Donc vendredi 9, on a une rencontre avec elle. Et sur cette situation-là, ce collège-là, il était déjà identifié dans le comité technique académique avec justement, ne pas fermer. D'accord. Et là, quand on se rend compte que finalement, à la rentrée, ils ont quand même pour récupérer des moyens, récupérer ces moyens-là pour peut-être le poster ailleurs, eh bien, on se rend compte à chaque fois qu'on a toujours ces mêmes difficultés de prévision, de gestion et d'anticipation. Ces problèmes-là ne doivent pas arriver à la rentrée.
et je fais un petit pas, si je peux me permettre aussi, sur les lauréats concours. Ben, on a des lauréats concours qui peuvent fournir ces postes-là. Eh bien, tous les lauréats concours, à peu près 80 personnes qu'on a recensés, nous, parce qu'on n'a pas les éléments clairs de l'administration. Eh bien, sur les lauréats concours, on envoie tous nos lauréats concours à Créteil, à Versailles, à Paris ou à Strasbourg, Lille, etc. Pour nous, moi je le dis clairement dans l'Assemblée générale, pour moi je vois que c'est un génocide par substitution. C'est-à-dire que on a déjà plusieurs fois, plusieurs années, envoyé tous nos têtes pensantes, parce que c'est des gens qui ont bac plus 5, oui. D'accord ? C'est des gens qui ont des diplômes universitaires qui font que ces collègues-là, on ne les retrouve pas ou très peu en Guadeloupe en retour. C'est-à-dire qu'ils attendent parfois 4, 5, 6, 10 ans pour retourner en Guadeloupe. Et c'est compliqué parce que à partir du moment où on a une famille, qu'on est envoyé sur Versailles, Créteil, etc., les choses se décantent rapidement au niveau de la famille. Enfin, la vie est ainsi faite. Mais pour cette rentrée, est-ce que le nombre d'enseignants est suffisant cette année, je dis, parce que bon, vous avez dit, hier j'en parlais avec le représentant du SPEC qui disait à peu près la même chose, que nos enseignants qui ont réussi au concours sont envoyés là-bas, et il y a même, c'est pas un numerus clausus, mais enfin, disons qu'il y a un barème qui permet à des professeurs français de France s'installer en Guadeloupe plus facilement que des Guadeloupéens qui y sont. Je ne sais pas si vous avez vu le barème, mais on m'a parlé de ce barème. On a des barèmes. Oui. On a des barèmes, c'est comme ça que l'administration fonctionne pour les mutations. Oui, on a des barèmes. On parlait de CEBM, etc., Centre d'intérêt matériel et moraux. Voilà. Bon, 1000 points, etc. Bon. On l'a déjà dit. On a déjà dit aussi aux parlementaires, ce barème-là, cette façon de faire, peut-être doit être revisitée. Voilà, il faut qu'on revisite cette façon de faire parce que 1000 points, les personnes qui sont un peu, on va dire, qui connaissent un peu le fonctionnement de ces 1000 points, ils arrivent à passer les autres. Ouais, on ouvre un compte en banque en Guadeloupe, on vient passer 2 ou 3 jours et puis c'est réglé. Voilà, on s'organise pour justement avoir ces 1000 points-là. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Enfin, faut pas, voilà, mais c'est vrai que les gens qui sont un peu plus futés que d'autres se disent, voilà, eh bien, on va justement venir en Guadeloupe, on fait le nécessaire pour justement que ces 1000 points-là nous soient donnés. On fait aussi un rapprochement de conjoints rapidement. Et des choses comme ça sont possibles, donc avec l'administration. Donc, moi, c'est peut-être, il faudrait chercher de nouveaux critères, la scolarité, de nouveaux critères sur on a dit tout à l'heure le parcours au niveau local, des choses comme ça pour que on n'ait plus à simplement se dire, voilà, un compte bancaire et une adresse locale suffisent pour rentrer en Guadeloupe. Non. Sur cette problématique-là aussi, on rebondit. Moi, je vois, il y a une chose qui m'a choqué. Dès le 14 ou 13 juillet, ou quelque chose comme ça, le rectorat a publié une liste de postes ouverts aux contractuels. D'accord. Au contraire, c'est anticiper, prévoir la rentrée et regarder. Enfin, le 14 juillet, c'est déjà un peu tard, hein, mais bon. Avec le rectorat, on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Mais bon, 14 juillet, ou 13 ou 10, hein, je n'ai pas la date en tête précisément. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on retrouve l'essentiel des besoins qui ont été mutés là-bas. Oui. Des personnels PLP, gestion, commerce, vente, éco-gestion, vente. Mais il y en a qui sont partis. Mais pourquoi les envoyer là-bas ? Parce qu'on a des postes qui sont vacants ici. On a des postes de histoire géo. Histoire géo, ben oui,
on a des camarades qui sont en Guadeloupe qui peuvent postuler sur ces postes-là. Enfin, il y a quand même un non-sens à se dire, à chaque fois qu'on recrute des contractuels, oui, il faut donner, on va dire, peut-être qu'il faut donner à manger à tout le monde, d'accord, ok. Mais c'est pas ça. L'essence, c'est d'avoir des personnels qui sont formés, qui squattent devant les enfants le jour J, dès que la rentrée scolaire est faite. Et pas attendre 15 jours encore, parce que là, par exemple, le recrutement ne s'est pas encore fait. Oui. Donc, enfin, c'est des aberrations. Je vous donne un dernier exemple, mais ça c'est complètement aberrant. Là, c'est de la gestion, j'ai dit sur un document kafkaïen, mais bon, Oui, c'est ce que j'ai lu, la rentrée kafkaïenne, mais enfin, c'est de la redite, mais sur ça aussi, il y a un poste en génie mécanique agricole à Capesterre, au lycée Paul Lacavie. Enfin, donc vous allez me dire, est-ce qu'on a des personnels compétents pour aller sur ces postes-là? Ben oui, on en a. Il y a un collègue, enfin, ça c'est une anecdote entre nous, il y a un collègue qui a demandé ce poste-là au mouvement. Il est à Saint-Martin, il a demandé ce poste-là au mouvement. Il ne l'a pas eu. Bon, d'accord. Il fait un recours à l'administration. C'est la nouvelle procédure depuis 2017. C'est un truc complètement aberrant, mais bon, c'est comme ça que les choses sont faites. Il fait un recours devant l'administration. L'administration lui dit simplement, le poste que vous avez demandé, comme il n'est pas immatriculé correctement, vous ne pouvez pas l'avoir, alors qu'il a tous les points pour en bénéficier. Mais enfin, où est-on? Enfin, c'est quelque chose qui est complètement renversant. Michel Gédéon, vous êtes responsable des parents d'élèves, la Fédération des parents d'élèves. Vous entendez ce que dit un syndicaliste de l'éducation. Quel est votre sentiment sur cette rentrée? Bonne, mauvaise, passable, à revoir? C'est une rentrée qui ressemble aux précédentes. Je crois que ce que dit Joël Jacobson, on l'entend, et nous-mêmes au niveau de la FAPEC, nous le répétons depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de l'école en Guadeloupe. Il y a un problème de fond. C'est vrai qu'au niveau de cette rentrée, on se rend compte que, effectivement, au niveau du rectorat, on est content, c'est très bien pour le rectorat, mais sur le terrain, il y a un manque crucial d'enseignants. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants là qui, à ce jour, n'ont pas d'enseignants, notamment dans des disciplines comme histoire géo, EPS, je ne parle même pas du latin et d'autres. Il y a aujourd'hui ce constat sur le terrain. Il y a aussi des enseignants qui sont sur 2 établissements qui doivent faire des efforts considérables. Par exemple, vous quittez Basse-Terre pour aller à Anse-Bertrand. D'accord? Et ces gens-là ont 1 heure pour faire le trajet, etc. Mais non, ça, c'est vrai que c'est du n'importe quoi. Maintenant, je crois que on se rend compte qu'il y a une dégradation de tout ça aujourd'hui. Il y a un problème, effectivement, de prévision de tout ça, sous prétexte qu'on nous dit, ouais, il y a baisse démographique, baisse au niveau de la Guadeloupe. Oui. Nous ne contestons pas la baisse démographique. Nous disons, au niveau de la FAPEC, profitons justement de cette baisse démographique pour diminuer sur le nombre d'enfants par classe, en maintenant le nombre d'enseignants, pour avoir effectivement un enseignement de meilleure qualité. Il faudrait peut-être, en tout cas, saisir cette opportunité-là. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, au lieu de saisir l'opportunité, on le voit sur le cadre du collège Fontaine-à-Bouillante, on augmente les effectifs. Comment aujourd'hui, dans une classe, avec 31 élèves, on peut permettre aux enfants de réussir, sachant que dans une même classe, on n'a pas 2-3 niveaux. On peut avoir dans une même classe 20 niveaux concernant les enfants, parce que les enfants ne sont pas au même niveau. Donc, ça requiert de la part de l'enseignant, effectivement, un suivi, ça requiert, effectivement, une pédagogie particulière. Au même moment, on le voit au niveau de la France, on est en train carrément de recruter des enseignants, après on l'a vu, ça fait le buzz, après 4 jours de formation, etc. Nous disons, nous, à la FAPEC, nous ne voulons pas de ce type d'enseignants. C'est un métier, enseigner. Il faut avoir une pédagogie particulière. Et là, donc, nous voulons aller au-delà du constat.
et nous interpellons la société guadeloupéenne, tous ceux qui ont des responsabilités dans cette société-là. Nous croyons qu'il est temps qu'on puisse se mettre ensemble, en tant que Guadeloupéens, ceux qui aiment la Guadeloupe, et réfléchir sur cette école. Quelle est la finalité de l'école? Et on le voit avec nos jeunes Guadeloupéens qu'on veut exiler, qui, effectivement, qui ont passé un concours national français et qui doivent partir en France. Il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour dire quelle est la finalité de l'école, quelles sont les offres, qu'est-ce que nous pouvons, la société guadeloupéenne peut absorber en termes d'emploi, d'accord, avec nos socioprofessionnels. Au moment, parfois, souvent, on demande à nos enfants de faire des vœux, d'accord, de faire des choix d'orientation pour qu'on puisse savoir ce que nous avons besoin. C'est une demande que nous formulons depuis des années. Oui. Vous n'êtes pas entendu. Non, nous ne sommes pas entendus. Mais je ne suis pas défaitiste. Oui. Je dis que peut-être qu'aujourd'hui, les gens sont plus sensibles à cette chose. Parce qu'on se rend compte que la société guadeloupéenne, elle est bloquée un peu partout. Même les politiques qui étaient sceptiques, aujourd'hui, commencent à comprendre que, je veux dire que ça ne viendra pas d'ailleurs. Il faut que nous, ensemble, nous, les Guadeloupéens, que nous puissions nous mettre ensemble et réfléchir à la question de l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement une table et des chaises et un bâtiment. C'est aussi ce que nous, c'est l'homme que nous créons dans cet espace-là. Et la société que nous voulons pour demain. Je crois que là, oui. Non, je voulais vous poser à tous les deux la même question. Est-ce que l'arrivée de M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale français a changé quelque chose à la rentrée? Est-ce que vous êtes encore sur, j'ai envie de dire, la mandature de l'ancien ministre? Au niveau du fonctionnement des... J'aimerais vous répondre, oui, je le veux. Oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut regarder. À la vous êtes encore sous Blanquer? Oui, enfin, on est toujours sur l'ère Blanquer. Ouais. Malheureusement. Parce que là aussi, pendant 5 ans, il a, entre guillemets, réellement, pour nous, quasiment détruit la confiance et mis de la défiance au niveau des personnels de l'éducation nationale. C'est-à-dire que le bilan qu'il a, et d'ailleurs, on n'a pas de bilan réellement de ces 5 ans-là. Mais ce qu'on a vu, justement, c'est de la défiance chaque année. Et regardez bien, le 25 ou le 28, c'est le 28, le président s'adressait au recteur. Donc le président va s'adresser aussi au préfet directement, sans que M. Darmanin, c'est ça? Darmanin, le ministre de l'Intérieur, soit là. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, la politique est conduite par le président. Et pour l'instant, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas les clés du camion. Ouais. Oui. C'est clair. D'accord. Une dernière question et on va terminer là-dessus. C'est une question qui est récurrente, qui revient chaque année. C'est la question des, bien sûr, la question des, pas seulement des manuels, mais des contenus même des programmes. Est-ce qu'il y a une évolution depuis 5 ans? Je pose à vous la question, je vais poser la même question à Michel Gillion. Je voulais quand même répondre à la question posée précédemment concernant le ministre. La question de l'école, ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de ministre. Oui. Il faut bien comprendre que l'école... il a été bien acclamé. Oui, non, mais bien sûr, on était content, il nous ressemble, effectivement, nous sommes heureux, on l'acclame. Mais il est dans une logique politique. L'école, effectivement, l'école n'est pas neutre. Il faut arrêter de réfléchir, de dire que l'école, c'est neutre, ça dépend d'un homme qui a telle couleur de peau. Pas du tout. Il y a effectivement des orientations qui sont données au niveau de l'État. Il y a une politique globale de l'État. Et quelle que soit la personne qui sera ministre, cette personne va appliquer ces directives. Et nous, par exemple, au niveau de la FAPEG, quand nous disons qu'au niveau du rectorat, nous parlons du rectorat de la rectrice, nous ne visons pas des hommes, loin de là. C'est une politique, c'est une vision de l'école. Donc, ça dépasse les individus. Donc, aujourd'hui, et là, tout de suite, je vais rentrer sur répondre à la question qui est posée, la seconde. C'était quoi encore? C'était la question
Des manuels. Les manuels, Voilà. des programmes même. Et Des quand je programmes, des programmes. parlais, je disais qu'il est nécessaire de se réunir. Et là, plus que jamais, il faut qu'au niveau de la Guadeloupe, qu'on arrive à se retrouver ensemble pour discuter du contenu de l'enseignement. Le contenu de l'enseignement. Il y a un gadget qui s'appelle le Conseil académique de l'éducation nationale. Et là aussi, il faut une réforme de ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut qu'on retrouve, et il faut que nos élus, nos responsables, nous, c'est-à-dire que les responsables syndicaux, des enseignants, des parents d'élèves, qu'on arrive à se retrouver pour aborder cette question du contenu de l'enseignement. Contenu de l'enseignement par rapport à l'histoire de la Guadeloupe, par rapport à la géographie de la Guadeloupe, par rapport à notre réalité environnementale. Et là, il y a du travail, et c'est vrai que moi, je reste persuadé qu'on ne doit pas rester là à faire le constat chaque année. On fera le même constat. Oui, l'année dernière, et le constat sera pire l'année prochaine. Oui. Parce que c'est vrai, il y a de plus en plus de difficultés au niveau de l'État, et on le voit au niveau des finances publiques. Il y a des difficultés, on nous évoque la guerre en Ukraine, etc., etc. L'année prochaine, ce sera plus dur. Donc il faut que nous, Guadeloupéens, et je crois que le moment est arrivé pour qu'on puisse se dire qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants, qu'est-ce que nous voulons pour cette école-là, quelle est la finalité de l'école, et qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes. Et là, j'interpelle aussi les parents d'élèves, parce qu'il y a la responsabilité des enseignants, mais nous aussi, nous sommes fédération de parents d'élèves, nous voyons qu'il y a aussi des dégradations à ce niveau-là. On prend une pause, on vous retrouve tout à l'heure pour conclure, puisqu'il est déjà 13h31, et une dernière question qu'on va aborder ensemble tout à l'heure, et après on va vous libérer tout de suite. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL, on termine avec nos deux invités, secrétaire général adjoint de l'UNSA et le président de la FAPEC. Un petit sujet et vous répondez après ce qui va être dit. On va faire pour le créole cette année, parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour l'enseignement du créole depuis quelque temps. Nous avons une filière bilingue dans le créole dans chaque circonscription. On en parlait ce matin dans le premier degré à Michino, où en fait on monte au fur et à mesure. Donc l'année prochaine, on passera aussi au niveau CM2. Et ça nous permettra aussi d'évaluer l'ensemble du dispositif, même si à l'heure actuelle, les résultats paraissent positifs et montre finalement une meilleure connaissance du créole, une meilleure connaissance du français. Donc ce sera important aussi pour nous d'évaluer l'ensemble du dispositif sur l'ensemble du cycle. Et le recrutement des enseignants dans cette discipline va être accentué un petit peu? Nous avons les ressources nécessaires dans ce cadre. Vous savez aussi qu'il y a une agrégation créole, donc c'est vraiment un travail qui a été mené pour que l'on ait les enseignants au meilleur niveau et pouvoir s'appuyer sur leurs compétences. Est-ce que la rectrice commence à parler un petit peu créole? J'ai mis emploi, mais doucement. Ça va facile? En tout cas, je suis content voisotte. Bon, alors, sur la créole, rapidement. Ouais. Sur le créole, effectivement, il y a une montée en puissance du créole à l'école, et c'est, comme on l'avait dit tout à l'heure, enfin, c'est le bain de culture qui doit être donné. Ça permet aussi aux enfants, justement, de développer toutes leurs énergies, justement, pour l'apprentissage, les études. Et donc, à partir du moment où on met ça dès on va dire de la grande section, ça permet aussi aux enfants justement d'avoir un bain de langage, un bain un bain culturel aussi, qui leur permet d'avoir un apprentissage intéressant. Mais oui, quand même, sur le recrutement, les filières, oui, nous on assistait à des choses qui sont complètement incohérentes. On a recruté, on a mis en place une année des dispositifs dans une zone. L'année d'après, on le ferme. L'année d'après, on réouvre la même chose dans l'école. Enfin, il n'y a pas de, pour moi, pas de cohérence, en fait. Il n'y a pas de cohérence et de continuité. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, on s'engage, on le pose, on le ferme. C'est possible, oui, c'est possible. Mais il faut qu'on sache, effectivement, qu'est-ce qu'on fait réellement. On ne va pas une année parce qu'il y a un dispositif qui n'a pas eu d'enseignants, entre guillemets, le fermer, et l'année prochaine, réouvrir. Effectivement, donc, il y a des difficultés. La formation des enseignants, l'accompagnement des enseignants aussi, elle est problématique. C'est-à-dire que
à chaque fois, on est toujours à pousser le camion. Je reparle du camion, hein, Oui, à on n'a pousser, pas la clé. voilà, à pousser, non, parce que les collègues, il y a certains, le rectorat, c'est quelque chose quand même de, je veux dire, incroyable. Le rectorat n'avait pas la capacité d'identifier les gens qui passaient le concours créole. Mais où est-ce qu'on va? Mais il faut se dire que chaque année, on a à peu près 2 ou 3 personnes qui réussissent dans cette filière-là. Donc, cette filière-là est là depuis à peu près 15 ans. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 45 personnes qui sont là, disponibles. Il y a combien d'enseignants en Guadeloupe? Près de... dans non, un peu plus que ça. 3 000 dans le premier degré, Oui. et 3 000 dans le second degré. Voilà. Michel Gideon, sous le crayon de 6 000. Oui, je viens d'entendre la rectrice dire que nous avons les ressources nécessaires. Je rappelle que l'année dernière, par exemple, dans un collège, pour ne pas le citer, Sylviane Telchi d'Acapester, les enfants ont dû attendre pratiquement 3 à 4 mois pour avoir un remplacement en créole. Maintenant, je parlais de contenu des programmes et la nécessité qu'il y ait que nous, en Guadeloupe, que nous puissions prendre ça en main. Le traitement du créole, à ce point, est intéressant à analyser. Aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'on ne traite pas le créole de la même manière qu'on va traiter l'anglais, l'espagnol ou le français. Je rappelle que c'est une langue, au même titre que les autres. Donc là aussi, parce qu'on a l'impression qu'au fil des années, on est en train de dénaturer le combat qui a été mené à l'origine par ceux, effectivement, qui se sont sérieusement impliqués pour faire rentrer le créole au niveau de l'école, dans l'école. Donc là, il faut pas simplement, en faisant aujourd'hui rentrer le créole d'une certaine manière, diluer même le contenu. Et je crois que là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention sur ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que le créole puisse avoir la même place que les autres langues, que les enfants puissent avoir au programme français, anglais, espagnol, créole. Aujourd'hui, on choisit le créole, il y a quelques heures qui sont là, les enfants vont effectivement seconde en troisième langue. Oui, non. c'est Donc, facultatif. C'est facultatif. C'est créole ou latin. Ça me créole ou fait latin. penser à quelque chose Très vite, hein, on termine avec vous. qu'on a vu encore cette année. On parlait tout à l'heure du recrutement de contractuels. Enfin, pourquoi les contractuels n'arrivent pas? Vous savez pourquoi? Oui. Parce que l'administration, comme en métropole, parce qu'on répond à des directives nationales, c'est autorisé à remettre une couche administrative avec des retraités personnels de direction pour justement, après l'entretien avec l'IPR de la discipline, valider le recrutement. Enfin, c'est des trucs complètement... Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de pratique, parce que ça n'a aucun intérêt. Un IPR, c'est quelqu'un de qualifié. L'IPR vous dit que cette personne-là est qualifiée pour aller sur ce poste-là. On l'embauche et on y va. Merci, messieurs. 13h43. Tout de suite, réception des champions à Petit-Bout. On retrouve tout à l'heure nos 2 prochains invités, la chanteuse Métis et aussi notre responsable dans l'éducation, le chef des projets de sécurité éducative. Je vais parler de Pascal Mine. C'est tout de suite après le sujet qui suit. C'est parti. C'est avec un grand honneur, au nom de la ville de Petit-Bout, que je te remets ce beau cadeau. Et je crois que tu es convaincu que la ville de Petit-Bout, c'est un bon terreau pour les champions. Donc, continue et nous œuvrons en ce sens pour toi. Nous sommes à la mairie de Petit-Bourg et nous avons voulu honorer les champions de Petit-Bourg qui se sont fait remarquer sur le niveau international. Et c'était important pour nous de les honorer avant qu'ils repartent dans leurs activités, soit professionnelles, ou qu'ils repartent vers la reprise de l'entraînement dans la perspective des Jeux Olympiques qui approchent. Oui, une Bimarossienne qui a bien pris le soin de préciser que de sa petite enfance, ils ont fait le choix de Petit-Bourg pour devenir championne. Et Petit-Bourg a fait d'elle une championne et aujourd'hui une vice-championne du monde.
L'expérience à l'école d'escrime de Petit-Bourg est une expérience très concluante pour de nombreux jeunes. Et Madame Blaze est un exemple typique de ce que nous pouvons produire. Petit-Bourg, territoire de champions, terre de champions, que l'on soit de Pointe-à-Pitre, des Abîmes ou d'ailleurs, quand on vient à Petit-Bourg, on devient un champion. C'est un monument. Barbara, c'est un monument. Et pour pouvoir être créateur d'autant de champions et ensuite être reconnu par la Fédération française, ce n'est pas rien. Et que, en fait, la population de Petit-Bourg doit être fière de cela, mais les employés de la ville de Petit-Bourg devraient être encore plus fiers. Absolument, on a pour habitude de dire la ville qui bouge, on a pour habitude de dire la ville verte. Et j'étais étonné, surpris de constater que ailleurs à Petit-Bourg, ailleurs en Guadeloupe, que nous étions tout simplement reconnus aussi comme une terre de champions. Aujourd'hui, nous marquons le coup parce que nous voulons non seulement honorer les jeunes aujourd'hui, mais surtout être dans la perspective, être dans la préparation de l'avenir. Et c'est vrai que notre commission des sports est en train de travailler sur une convention qui nous permettra d'accorder une bourse à peu près 7 ressortissants de Petit-Bourg, de nos clubs de Petit-Bourg, et qui sont potentiellement des champions olympiques demain. Donc nous voulons participer à cette aventure-là et ils pourront compter sur l'accompagnement financier de la ville de Petit-Bourg. Il y a encore de belles récompenses que tu vas nous ramener encore à Petit-Bourg. J'espère. Voilà. Félicitations. Voilà, bien, on va terminer le ZCL avec nos deux invités. Pascal Mine, chef de projet de l'Institut éducatif, merci d'être là. Depuis un an, vous avez pris vos fonctions dans la région de Baïf. Et puis, Métis S, a dit bien, voilà ça. Métis S, merci d'être là. Hier, j'ai reçu Julien Dalle. On a parlé de la série. Et vous serez Edith, c'est bien ça? Edith. Alors, c'est qui Edith? Edith, c'est la fille finalement d'un grand producteur qui est décédé et qui va me laisser un label avec toute une série d'artistes qu'il va falloir gérer, voilà. Oui. Et vous avez chanté dans la série? Alors, je suis pas censée chanter, c'est ce qui est différent. Voilà. Ah bon, c'est quand même curieux, ça. C'est curieux, ben, c'est un rôle qui est un peu particulier puisque je ne joue pas effectivement la chanteuse, oui. Mais donc ce sera en tout cas en rapport avec l'industrie musicale antillaise, oui. Forcément. Et c'est notre casquette, c'est tenter autre chose et voilà, cette fois-ci, je vais beaucoup parler. Alors, quand on passe de chanteuse à actrice, c'est compliqué? Ben, c'est un nouveau monde pour moi, donc j'ai tout à apprendre. C'est votre premier rôle au cinéma, enfin dans une série? C'est pas le premier. Là, même. Ça y est, on est au 3e. Rien n'est encore sorti, donc en fait, tout va s'accélérer à partir de l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça reste nouveau. Et c'est une grande aventure, puisque c'est un gros challenge d'avoir un premier rôle comme ça, c'est un rôle principal. Julien me fait confiance sur ça, je donne le maximum. Vous avez commencé déjà à étudier les dialogues? Bien sûr, on est en pleine session de répétition, on travaille beaucoup, chacun de notre côté, mais aussi en groupe. Et c'est ce qui fait que ça va donner un beau projet. Ouais, et ce challenge, ça vous motive un peu? Forcément. Hein. En plus, on a des têtes d'affiche quand même. Il y a de grands noms qui travaillent avec nous. On a quand même Firmin Richard qui sera là, Laurent Joseph, des personnes qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir nous aider. Vous allez en profiter. Absolument. Oui. Et finalement, après quoi, vous avez fait un choix entre actrice-chanteuse ou chanteuse-actrice? Alors non, je ne ferai aucun choix parce que la musique reste quand même ma passion première. Oui. Mais par contre, je compte vraiment pousser un maximum dans le sens du cinéma parce que ça me plaît aussi, que c'est une autre facette de ma personnalité que j'ai envie d'étudier. Sinon, au niveau de la musique, il y a quand même quelque chose en cours? Beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées et qui sont en attente de sortie. Donc là, ils sont sous le coude là, exactement. Depuis la pandémie. Exactement. Donc oui. Je pense que tout voilà, maintenant que tout est prêt, on va profiter aussi de l'exposition de la série pour aussi sortir les titres. Voilà. Fin d'année? Absolument. On vous reverra. Je me tourne vers M. Mine. Alors, M. Mine, je disais que vous êtes chef des projets cité éducative. Vous avez une collègue dans l'autre région. Je parle de Mme Hébreu, que j'ai eu l'occasion de recevoir, que je recevrai au mois d'octobre. Comment vous avez mis en place ce dispositif dans la région du Sud-Bastère? Alors déjà, M. Zandouni, ce n'est pas un dispositif. La cité éducative, c'est une démarche. Ah, c'est une démarche. Une démarche qui consiste à
provoquer une grande alliance éducative avec tous les acteurs éducatifs. Donc nous avons l'État, qui est représenté par la préfecture, le rectorat, les maires, le tissu associatif. Ça touche combien de communes exactement? Alors, nous avons 4 cités éducatives en Guadeloupe et une cité éducative à Saint-Martin. Alors, en Guadeloupe, nous avons la cité éducative de Pointe-à-Pitre, Abîme. Celle du Sud-Basteur qui comprend les villes de Baïf, Basser, Cap-Bélo, la cité éducative du Moule, la cité éducative de la ville de Saint-Rose. Il y a une cité éducative du Moule déjà? Il y a une cité éducative du Moule qui a été labellisée en mai 2022, tout comme celle de Sainte-Rose et tout comme celle de Saint-Martin. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires, votre cité éducative de la région de Basser, pour développer un programme qui permette justement... Alors, il faut savoir que le budget de la cité éducative de Basser est de 350 000 € sur 3 ans par année. Sur les autres cités éducatives, c'est 300 000 € par an sur 3 ans. Donc, on a un budget nécessaire pour mener à bien certaines actions éducatives structurantes de 0 à 25 ans qui concernent les jeunes de 0 à 25 ans. Alors, quand j'avais reçu Mme Eboué l'année dernière, elle était en train de mettre en place distribution d'ouvrages, une espèce de bibliothèque pour des jeunes dans la région. Vous ferez des actions similaires? Mais nous avons par exemple mis en place, offert des liseurs numériques aux écoles maternelles de la cité éducative. C'est un outil numérique qui permet de faire le lien entre le parent et son enfant autour de la lecture. Nous avons aussi mis en place, élaboré avec le concours de l'État, un laboratoire en mathématiques, un Sud-Basser. Nous avons aussi, pour des gamins plus en décrochage scolaire, mis en place le projet Cordée de réussite plus, qui concernait des gamins en difficulté, de façon à leur proposer des actions qui pouvaient leur permettre d'ouvrir leur horizon. Ils ont par exemple été visiter le Grand Cul de Sac-Marin en catamaran, ils ont été à la Soufrière, on fait un beau projet. Et donc cette cité éducative nous permet avec ces moyens de produire de beaux projets pour nos enfants et nos jeunes. Et donc ça j'imagine que ça impacte le développement même scolaire dans la région. Ah oui, puisque en fait... le gamin, il faut le prendre dans sa globalité. Tout à fait. Il faut le prendre sur tous les temps. Le temps formel, celui de l'école, le temps informel et le temps qui est vraiment extrascolaire. Et donc, la cité éducative permet justement, par la création de cette alliance, de faire en sorte que tous les acteurs concourent au même objectif, c'est-à-dire la réussite de tous les gamins de 0 à 25 ans et aussi leur permettre de donner de l'ambition à leur famille et à eux-mêmes. Oui, mais alors, j'aimerais bien comprendre. Les cités éducatives sont sous la responsabilité de la rectrice qui impulse les programmes. Comment ça se passe? Les cités éducatives, il n'y a pas, si vous voulez, il y a une troïka qui... il y a une troïka. Dans la gouvernance, vous avez une troïka, un COPUL, un COTEC et des commissions. Et la troïka donne les orientations. Dans cette troïka, la préfecture siège, le rectorat siège, les collectivités siègent. Oui. Alors, vous êtes à Baïf, vous savez, c'est une commune quand même qui a beaucoup de difficultés d'une manière générale. J'ai vu que le collège même, il a été ouvert. Alors, je vous pose la question, parce qu'on m'a posé la question. Le collège s'appelle, vous le savez, de Baïf. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Mais en même temps, il y a une grande photo d'un ancien ministre de la Guadeloupe des années passées. Est-ce qu'on maintient les deux noms? Qu'est-ce qui se passe là? Ça, ce n'est pas de ma compétence. J'imagine. Ce n'est pas de ma compétence de déterminer le nom des établissements scolaires. C'est le collège, c'est le conseil départemental. C'est le conseil départemental. Et sur la rentrée qui vient d'avoir lieu, quel va être le projet, les programmes que vous avez développés dans les semaines et mois qui viennent? Pour la rentrée, nous allons construire vraiment un projet éducatif, artistique et culturel au sein de la cité éducative. Ah bon? Oui, avec différents intervenants. Nous allons aussi essayer d'inciter à découvrir le patrimoine immatériel et matériel, notamment par la visite du MAC, des forts, etc. Oui. Ce qui ne se faisait pas avant, parce que je peux vous dire que des enfants qui étaient à Baïf, moi j'ai enseigné là-bas, ils vont mettre ça à Gouzini à Sainte-Anne. Tout à fait. Oui. Nous allons aussi initier un parcours scientifique avec un partenariat avec une association, de façon à développer des ateliers scientifiques autour du jardin, autour du développement durable, autour de l'environnement avec des marches scientifiques, afin d'étudier des herbiers, etc. Nous avons pléthore d'actions. L'UCEP aussi, qui est un partenaire incontournable sur nos rencontres sportives premier degré. D'ailleurs, nous avons un calendrier. Tous les samedis, nous proposons des actions. Le samedi, sport en famille, enfants, parents.
donc, de la cité éducative. Et comment vous travaillez avec les enseignants? Parce que vous-même postez dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants. Les enseignants font partie de l'Alliance éducative, donc nous travaillons en concertation, ils sont force de proposition en termes de projet, ils sont acteurs principaux, tout comme les enfants, tout comme les familles, des actions de la cité éducative. Et il y aura un jour une fédération des cités éducatives? Je ne dirais pas une fédération, mais peut-être on va dire comment je peux dire ça? Un forum, un séminaire qui permettrait d'échanger, de partager les expériences des différentes cités éducatives. Oui. Très certainement. Et peut-être un jour, on pourra faire venir des actrices ou des chanteuses comme Métis. Tout à fait. Mais là, peut-être qu'il faudrait de plus gros moyens. Ah, il faudrait une moyen pour ça? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, ce serait une très belle, effectivement, initiative. Ça pourrait être très intéressant pour eux. C'est ouvrir le champ des possibles dans tous les cas. Oui, parce que quand même, une artiste fait partie du monde. Oui, et puis la culture, c'est très important. La culture musicale. Absolument. Et si on vous invitait dans une cité éducative le soir, on ne sait pas d'où vous êtes, vous accepteriez d'y aller? Ça pourrait parfaitement être possible. Oui. Alors, deux petits mots quand même. Alors, la série Wish, ce soir, je crois qu'il y a une conférence de presse. Les choses se mettent en place progressivement. Là, c'est vraiment la semaine où tout s'accélère, puisque le tournage va démarrer demain, vraiment. Voilà, donc on est vraiment sur les derniers réglages, sur les dernières répétitions, et effectivement sur le texte est bien su. C'est connu, c'est maîtrisé, il n'y a plus qu'à y aller. En tout cas, merci d'être venu, et puis on va suivre ça. Et je vais terminer avec Monsieur Mille. Dans les semaines et mois qui viennent, il y aura des manifestations culturelles. On pourra compter sur la cité éducative pour pouvoir... je ne dis pas de nom, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Il faut savoir que nos actions sont planifiées à peu près 6 mois avant la date de réalisation. Donc, nous avons déjà un plan d'action, un calendrier avec des acteurs qui vont intervenir. Mais, comme je vous dis, des actions culturelles, des actions sportives, des actions scientifiques, des actions autour du décrochage scolaire. En fait, nous accompagnons aussi les collectivités à mettre en place leur PEDT. Leur programme de réussite éducative, le PEDT, programme éducatif territorial. Et donc, fortement, en fait, la cité éducative aussi apporte son ingénierie aux acteurs de la cité éducative. D'accord. Bien, écoutez, on vous souhaite bon travail. C'était nécessaire. Je me souviens quand Mme Hébreu était venue, on lui avait dit ça. Et elle avait inauguré, je crois, c'était la première cité éducative. Tout à fait. Et maintenant, vous m'avez dit qu'il y en a 4 maintenant. 5. 5. Saint-Martin et 4 en Guadeloupe. C'est bien pour la Guadeloupe, en tout cas. Merci, Métis, d'être venu nous dire ça. On va attendre avec beaucoup d'impatience la sortie du premier épisode de cette série, Wish. On vous wish bonne chance. Merci beaucoup. Sur le terme. Monsieur Mine, merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça. Et c'est pas la dernière fois qu'on vous recevra, parce qu'on va essayer de suivre de près ce que vous faites, puisque j'ai vu que vous avez créé un groupe sur WhatsApp et qu'il y a des informations. C'est une bonne chose. En tout cas, 14h01, on a terminé. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu Bruno Benjamin, qui est le président de l'association Ouragan.com, qui nous a pas rassurés. Il a dit quelque chose d'important. Peut-être que nos petits-enfants ne vivront plus Pointe-à-Pitre parce que l'eau est en train d'augmenter dans cette région-là et la nature est en train de reprendre ses droits, y compris, je dis, même aussi à Jarry, on est sous l'eau, on est sur l'eau. On a reçu aussi M. Joël Jacobson, qui est secrétaire général de l'UNSA, pas très satisfait de la rentrée. On va recevoir la rectrice dans quelques jours, donc on saura exactement ce qui se passe. Michel Gideon de la FAPEC, pareil, pas très satisfait. Et on a terminé donc avec Métis, et la première fois qu'on a reçu, c'est pas la dernière non plus. Merci d'être là. Et Pascal Mine, le chef de projet des cités éducatives. Voilà, on se retrouve demain à la même heure, partir de 12h30, pour une nouvelle édition du ZCL News. On aura d'autres invités. Salut, la réalisation était assurée par Jordan aujourd'hui. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, ce qui m'étonne.